Salut à tous et bienvenue du coup dans cette série de vidéos anecdotes dans laquelle je vais parler d'anecdotes sur ma vie, de moi, etc. Alors pour ce premier épisode, j'aurais préféré un sujet un peu plus léger évidemment, mais j'ai fait un sondage sur YouTube et il s'avère que la plupart d'entre vous ont demandé que je parle du harcèlement scolaire. Du coup voilà, on va commencer cette série chill et détente en parlant du harcèlement scolaire. C'est parti. Alors tout d'abord, ceci n'est pas une vidéo larmoyante sur la vie horrible que j'ai vécue à l'école. Je vais parler effectivement d'une vie horrible que j'ai vécue une partie de ma scolarité, mais c'est vraiment pas dans le but d'essayer de vous apitoyer ou de me faire plaindre ou quoi, ok? Alors par contre, je vais parler sans détour. Il y a beaucoup de gens qui parlent du harcèlement scolaire sur Internet, et sans déconner, la plupart disent de la merde, sur base d'analyses psychosociales de mes couilles ou je sais pas quoi, ou alors qui n'osent pas dépasser certains tabous et certaines choses qu'on n'a pas le droit de dire à des jeunes. Alors ce ne sera pas le cas ici. Moi je vais vous parler sans détour et sans analyse freudienne de merde, et je vais vous dire ce que les profs, les éducateurs et les parents n'ont pas les couilles de dire. Alors vous allez certainement me voir m'énerver, vous allez évidemment m'entendre dire des choses qui vont vous choquer ou en tout cas ne pas vous plaire, mais vous avez choisi ce sujet, vous l'avez. Et de toute façon, je l'avais dit, dans cette série, je vais parler de moi, du vrai moi, en montrant aussi mes côtés sombres. Donc voilà, ce que je pense, je le dis. Vous êtes là pour ça, je suis là pour ça. Bienvenue chez le vrai Quentin Clément. Donc, dans mon cas, en fait, le harcèlement scolaire a commencé dès mes 6 ans, en fait, en première primaire, donc le CP pour les Français. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça venait pas des élèves, mais carrément du corps enseignant. En fait, dans cette école-là, c'était la même prof qui donnait cours à la fois de la première à la troisième primaire, donc du CP au CE2 pour les Français. Je sais que ça peut sembler complètement dingue, je suis même pas sûr que ce soit légal, mais c'était vraiment une école de merde. Et donc, voilà, cette prof-là avait un gros problème, notamment avec moi. J'ai appris bien plus tard, en fait, à l'adolescence, lorsque je parlais avec mon père clairement de tout ce que j'ai subi à l'époque, et je lui ai dit que je comprenais pas pourquoi elle m'en a fait tant baver, cette femme. Et là mon père m'a expliqué qu'en fait à l'époque il était président de l'association de parents d'élèves et qu'il a eu plusieurs clashs avec elle parce qu'ils organisaient des activités, des trucs, etc. pour essayer de trouver de l'argent pour envoyer en classe verte, en classe de neige, etc. pour l'école et tout ça, et que elle foutait jamais rien et tout ça, et mon père s'est clashé avec elle 2-3 fois. Et donc la femme, comme elle pouvait pas s'en prendre à mon père, s'en prenait à moi, quoi. Donc je me faisais engueuler tout le temps, tous les jours, pour rien, parce que je coloriais pas assez vite. Un jour, elle a donné cours de gym et je suis tombé et je me suis cassé le doigt. Mon doigt, il a doublé de volume et il est devenu tout bleu. Et j'étais en deuxième primaire, donc je devais avoir 7 ans. Je suis tombé, je me suis pété le doigt. Et je lui ai demandé pour arrêter parce que j'arrivais plus à plier le doigt et elle m'a dit non, tu continues. Et là, elle nous a fait marcher en canard, vous savez, en étant accroupi. Du coup, toutes les 2 secondes, tu tombes et tu dois te rattraper avec ta main. Elle rigolait bien, pendant que moi je devais me rattraper avec la main où je crevais de mal. Alors quand je suis rentré chez moi, que mes parents m'ont amené à l'hôpital, qu'on a fait une radio, qu'on a vu que le doigt était cassé et qu'elle m'avait laissé toute la journée sans aucun soin, le lendemain, ma mère est quand même allée gueuler un bon coup. Elle faisait pas la maline, mais quand ma mère était plus là, elle a recommencé à faire la maline. Pour vous donner un autre exemple de cette prof, un jour, donc de nouveau, c'était en deuxième primaire, je devais avoir 7 ans, peut-être 8 maximum, et je demande pour aller aux toilettes, et elle me dit non. Bon ben je me retiens, j'avais vraiment très envie de faire pipi, et je lui demande pour aller aux toilettes, elle me dit non, je demande plusieurs fois. Et au lieu d'être un grand garçon, d'un moment donné me dire « bah tant pis, je me lève et j'y vais », même si elle a dit non, bah, je suis resté assis. Maintenant, quand t'es un gosse de 8 ans et qu'on t'empêche d'aller aux toilettes, à un moment, ça sort tout seul. Et je me suis pissé dessus au milieu de la classe. Quand elle est passée à côté de moi, qu'elle a senti que je sentais l'urine et qu'elle a vu que mon pantalon était complètement mouillé, elle m'a souri et elle m'a dit « voilà, maintenant, je veux bien que tu ailles aux toilettes. » Voilà quelques anecdotes sur l'enfance géniale que j'ai eue dans cette école primaire avec une cinglée, parce que cette femme était cinglée.
Et une autre anecdote que je vais raconter, parce que ça fait partie du package de ce qui a fait que la suite est arrivée. Voilà, c'était une école où il y avait également des gamins qui étaient plus âgés, qui avaient des problèmes familiaux, etc. Il y avait des gamins qui étaient toujours à l'école primaire, ils avaient 14 ans. Je ne vais pas donner leur nom. Je vais donner aucun nom, hein, à part un que je vais donner. Je ne vais pas donner de nom sur les gens, mais ces deux gamins, ils avaient 14 ans. À l'époque, j'en avais, de nouveau, j'avais 7-8 ans. J'ai pas tenu de journal, j'ai pas les dates exactes en tête, mais j'avais 7-8 ans, ils en avaient 14. Et ils commencent à me chercher misère. Parce que, oui, évidemment, quand des gamins voient qu'il y a un petit garçon qui se fait y compris emmerder par les profs, ils savent que c'est buffet ouvert. Ils savent que si même les profs harcèlent ce gamin-là, eux, ils ont le droit aussi. Et donc, ces deux gamins commencent à me chercher misère. Et moi, à un moment donné, j'en ai marre. Et je leur dis, retourne dans ta maison, la grosse merde. Je me souviens très, très clairement avoir répondu, retourne dans ta maison, la grosse merde, à deux gamins qui avaient plus ou moins le double de mon âge et qui étaient en train de me chercher misère dans la cour de récré. Il y en a un, parce que c'était deux frères jumeaux, il y en a un qui m'a attrapé les bras par derrière et l'autre m'a rentré ses ongles dans les joues jusqu'à ce que j'en saigne. J'ai été trouver la prof et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, tu as dit que leur maison c'était de la grosse merde, Quentin, tu es puni. Et eux, ils n'ont pas été punis. Ils ont continué à jouer tout le reste de la récréation en me regardant bien, en se marrant bien, que moi j'avais été puni pour m'être défendu. Alors ce jour-là, il y a une leçon très importante que j'ai apprise, c'est que peu importe ce qui m'arrivait, peu importe ce qu'on me faisait, je n'avais aucun droit de me défendre. Cette femme, cette pute, si j'ai manqué de confiance en moi ou autant dans ma vie pendant une bonne partie de ma vie, c'est uniquement à cause de cette salope. Et je parie que si demain elle était mise au courant, elle n'en aurait rien à foutre. Si ça se trouve, ça la ferait marrer. Et c'est à cette femme-là qu'on confiait des enfants. Je disais que j'allais donner un nom, ce sera le sien, parce qu'elle s'appelait Madame Botterdal, mais comme elle n'aimait pas qu'on l'appelle Madame Botterdal, elle préférait qu'on l'appelle Madame Fleur. Parce que c'était plus joli. Elle est belle, Madame Fleur. Bref, un jour, j'étais en 3e primaire, donc en CE2, et c'est la première fois de ma vie que je me suis vraiment rebellé. On avait eu un atelier bricolage à l'école, hein, on avait fait des trucs avec de la terre cuite, et une fois de plus, on avait collé du caca sur ma chaise, et on avait dit t'as fait caca sur ta chaise, et cette fois-là, en plus, il y a des gamins qui m'avaient tenu, et on m'avait collé de l'argile plein les cheveux, sous le regard, évidemment, et les rires de Madame Fleur. Et ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, de la terre plein les cheveux, je suis arrivé devant mes parents, j'ai retiré mon sac à dos, je l'ai vidé, et je leur ai dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, jamais plus j'irai dans cette école. Jamais plus. Et contre toute attente, parce que mon père, il est plutôt du genre, quand les adultes parlent, les enfants se taisent, donc tu feras ce qu'on te dit et c'est pas toi qui fais la loi. Et ce jour-là, il a dit ok. Ce jour-là, il a compris. Je ne sais pas si c'est quelque chose dans mon attitude, dans mon regard, mais ce jour-là, il a compris que quoi qu'ils aient pu faire, j'aurais pas été un jour de plus dans cette école. Parce que tous les gamins disent à un moment donné, non, je veux plus aller à l'école. Mais ce jour-là, j'y serais plus jamais allé. Le lendemain, j'étais dans une autre école, quelques centaines de mètres plus loin, où il y avait un petit peu plus de discipline. Voilà. Ma femme me fait remarquer qu'à l'école primaire en France, vous êtes obligé d'aller dans l'établissement le plus proche de chez vous, et qu'il faut une dérogation spéciale, mais étant donné ce qui se passait, je pense que la dérogation, je l'aurais eu. Mais de toute façon, en Belgique, c'est pas le cas. On peut aller dans une autre école primaire, même si elle est un peu plus loin. Bref, me voilà dans cette nouvelle école. Et il y avait un gamin, TJ. Je cite pas son vrai nom, mais c'est les initiales de son nom, TJ.
Et il avait plus ou moins ma place dans l'école, sauf que, bon, ben là, comme je le disais, il y avait un peu plus d'autorité de la part des profs, et les harceleurs, au moins, ils étaient punis. Et je suis devenu pote avec ce gamin-là, parce que, ben, voilà, on était tous les deux les paumés de l'école, quoi. Et là, au moins, ceux qui l'emmerdaient, ils étaient punis. Donc voilà, je pensais que ça allait aller mieux. Mais en fait, non. Bref, le petit TJ, un jour, il s'est moqué de moi parce que mes parents avaient pas beaucoup d'argent. Et c'est vrai que mes parents étaient en surendettement et tout ça. Je connais pas du tout la situation professionnelle qu'avaient ses parents. J'ai jamais su ce qu'ils faisaient de leur vie, rien du tout, et j'en ai rien à foutre. Toujours est-il que suite à ça, on n'a plus été copains. Et je suis pas fier de moi, mais pendant les années qui ont suivi, de son pote, je suis devenu son harceleur. Je rappelle qu'on parle de ce qui se passe dans la tête d'un gamin qui a 10 ans et qui est incapable de faire de l'introspection. Après, je dis harceleur, j'ai jamais collé du caca sur sa chaise ou... Voilà. Quelque part, rétrospectivement, je pense que, sans en avoir pleinement conscience, je savais que tant que j'étais celui qui l'emmerdait, j'étais pas celui qui se faisait emmerder. En fait, quelque part, le petit TJ, c'était moins mon souffre-douleur que la personne sur qui je pouvais détourner l'attention de moi. Parce que j'étais pas plus sûr de moi, j'étais pas plus fort, j'étais pas mieux dans ma peau à l'époque. Juste, pour une fois, c'était pas moi qu'on emmerdait, c'était quelqu'un d'autre. Et en vrai, des fois, je me rendais compte que j'avais un comportement de merde, je l'insultais et tout ça, je ne me souviens pas l'avoir déjà frappé, l'avoir passé à tabac, mais voilà, en plus le gamin, il était efféminé, j'ai jamais été homophobe, mais voilà, c'était facile de se moquer de lui, à cause de ça. Mais donc, des fois, je me rendais compte de mon comportement de merde, et j'allais lui parler, on redevenait copains, parce qu'en vrai, on s'entendait bien. Mais ce qu'il y a, c'est que dès que j'étais copain, qu'on jouait ensemble pendant quelques semaines, ben c'était reparti. Les gamins qui l'emmerdaient, ils recommençaient à m'emmerder aussi, et je me refaisais passer à tabac, et ça recommençait. Alors je recommençais à l'emmerder lui. Et en plus, j'avoue que j'étais jaloux de lui, parce que lui, quand on l'emmerdait, on était puni. Alors que moi, quand je vivais pire, ben ça faisait marrer les profs. Et à cause de ça, je me suis mis à le haïr. Sincèrement. Alors que c'était pas de sa faute. Mais je me suis mis à le haïr parce que... Pourquoi lui on le défendait et moi pas? Bref. Voilà, comme je le dis, je parlerai aussi de choses dont je suis pas fier. Et ça, c'est une partie de mon histoire dont je suis pas fier. Je rappelle que ça se passe dans la tête d'un gosse qui crève de trouille, de recommencer à être le harcelé. Et d'ailleurs, ça me fait poser la question, parmi les harceleurs, quel pourcentage est juste des petites merdes qui sont juste en train de crever de trouille d'être les harcelés? À mon avis, on serait surpris de savoir à quel point ils sont nombreux. Bref, l'école primaire se termine, on arrive au collège, donc je parle de la première secondaire, donc la 5e collège en France, et le hasard a voulu que je me retrouve dans le même collège que lui. Sauf que là, c'était une très grosse structure, c'était une grosse école. Ça allait de la première à la 6e secondaire, donc de la 5e collège à la terminale. Il y avait plusieurs classes de chaque, c'était vraiment une grosse structure. Du coup, c'était un peu plus difficile pour moi de détourner l'attention sur le petit JT, d'autant que quand j'ai voulu commencer à m'en prendre à lui, il y a une bande de mecs qui devaient avoir 18 ans, qui sont venus m'attraper et qui m'ont dit « Toi putain d'homophobe, si tu continues à l'emmerder, on va te faire ta fête. » Donc, interdiction d'emmerder JT. TJ, pardon, TJ. Et c'était mérité que des gars de 18 ans viennent me remettre à ma place. Mais toujours est-il que moi, j'avais plus personne pour détourner l'attention de moi, et c'était reparti comme en primaire. Et finalement, TJ, au collège, il s'était fait sa petite popularité, il était toujours entouré de plein de filles qui lui mangeaient dans la main, il était... Voilà, je crois qu'il avait moins de problèmes, tandis que moi, j'étais redevenu le souffre-douleur de l'école.
Et que les filles, elles m'adressaient même pas la parole, même quand je leur demandais un Tipex, quoi. Et je vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a une justice, mais finalement, le karma, il m'est revenu dans la gueule. Et lui, je crois que le reste de sa vie a été plus tranquille. J'espère. Pas moyen de passer un couloir sans me faire insulter ou bousculer. Je crois que minimum 3 fois par semaine, mon sac à dos était volé, ouvert et vidé dans une poubelle. On me piquait mes bouteilles de coca. Et encore, là, je parle juste des gens que je considérais comme étant mes potes. Ceux avec qui je traînais. D'ailleurs, je parle de ces potes en question. Quand ma mère est morte, il n'y en a pas un seul qui est venu à l'enterrement. Tu parles de potes. Ouais, parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas dans mes notes, mais là maintenant, j'y pense, donc j'en parle. Les gens qui se font harceler l'acceptent. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Je l'acceptais. Et pour essayer de me faire moins harceler, j'essayais d'être pote avec les harceleurs. Mais ça servait à rien, parce que finalement, mes potes, ils me faisaient chier autant que les autres. J'avais pas à être pote avec eux. C'était pas mes potes. C'était juste des petits cons. Mais je traînais avec eux. Je vous apprends rien si vous êtes dans le cas, mais c'est des conneries. Si quelqu'un vous pique votre sac, l'ouvre et le vide dans une poubelle, c'est pas votre pote. Traînez pas avec lui. Si je pouvais être en face du gamin que j'étais quand j'avais 13 ans, je me secourais. Arrête tes conneries. Bref. Oui, une fois aussi, j'ai jamais su qui c'était, mais c'était probablement encore un de mes potes qui a explosé une boule puante sur ma veste. Elle a été bonne achetée. Enfin voilà, et c'était comme ça tout le temps. Et quand j'en parlais avec des adultes, des profs ou des éducateurs, je crois qu'en France on dit des pions, c'était toujours le même discours, c'est « Oui, mais il faut répondre aux idiots par le silence, ça doit glisser sur la carapace de ton indifférence. Ne réponds pas, et si tu les ignores, tu verras, ça va passer. » Et tous ces discours sortis du trou du cul d'un mec qui a aucune idée de ce qu'on vit tous les jours dans les couloirs et dans les salles de classe. Des discours de gens qui s'en foutent, je sais pas comment le dire d'autre. On leur dit, je suis en galère, je vis un enfer, et leur réponse c'est, fais comme si c'était pas le cas. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? J'avais dit que j'allais m'énerver, c'est fait. Mais c'est énervant. On saute quelques années, je suis en 2e secondaire. 4e collège. Et j'ai un de mes potes, mais lui c'était un vrai pote. Et je lui prête un jeu vidéo, Metal Gear Solid 2 sur PS2. Ça remonte. Et le gars, trop gentil, sans me le dire et sans me demander si je suis d'accord, il reprête ce jeu à un autre type. Quand je lui demande de me le rendre parce que je dois 20 € à ma sœur, qu'il faut que je la rembourse tout de suite parce qu'elle veut pas attendre. Je vous parlerai de mes sœurs un jour, vous allez voir. Bon, voilà. Hein. Du coup, ma sœur, je lui dois 20 €, elle veut à tout prix que je lui rembourse. Et elle me dit, bah t'as prêté ton jeu Metal Gear Solid 2 à DD. C'est les initiales, et il s'appelle pas DD, c'est DD. Demande-lui de le récupérer, tu pourras bien le vendre 20 € et me rembourser. Moi je dis ok. Je lui demande et il me dit, bah écoute, je peux pas te le rendre parce que je l'ai prêté à TV et TV veut pas me le rendre. Ça fait des jours que je lui demande, il veut pas me le rendre. Bon bah ok, je vais trouver TV et je lui demande et il me répond, ouais j'ai oublié, je te le ramène demain. Le lendemain, ouais j'ai oublié, je te le ramène demain. Le lendemain, fais pas chier petit con, je te dis je te le rendrai, arrête de m'emmerder. Problème. On approche des examens de fin d'année et des vacances d'été. Si je le récupère pas cette semaine, le jeu, la semaine prochaine c'est les examens. Après les examens, il aura peut-être changé d'école et je le récupérerai jamais, le jeu. Donc qu'est-ce que je fais? J'en parle à mon père. Et je lui dis, voilà, le gamin, il veut pas me rendre le jeu, je sais pas ce que je dois faire, est-ce que tu pourrais peut-être venir avec moi à la sortie de l'école, le secouer ou quoi?
Et mon père, ça va vous choquer, mais c'est ce qui s'est passé. Il m'a attrapé à la gorge, donc j'avais 14 ans, et il m'a collé au mur, il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit « J'en ai plein le cul, que mon fils se comporte comme un paillasson, et ensuite se plaigne qu'on s'essuie les pieds sur lui. » Et il m'a dit « Demain, tu vas aller trouver TV, et tu vas lui péter la gueule. Et si tu as peur de prendre des coups, si tu réagis pas parce que tu as peur de perdre et de te faire casser la gueule, je te le dis, t'as pas de raison d'avoir peur de lui, parce que si toi tu te bats pas avec lui demain, si j'apprends que tu ne t'es pas battu, c'est moi qui vais t'exploser la gueule, et je vais t'exploser la gueule comme jamais personne te explosera dans ta vie. » Et j'étais pas un enfant battu. Je fais pas partie des gens qui étaient terrifiés par leur père. J'ai pris des claques à des moments où j'ai fait des grosses conneries, mais je compare pas ce que j'ai vécu avec mon père avec ce que de vrais enfants battus ont vécu avec le leur. Mais ce jour-là, j'ai vraiment eu peur. Ma mère, qui elle était une ancienne enfant battue, m'a dit « Écoute, ton père il ne te touchera pas demain, je te le jure, je ne le laisserai pas faire. Mais il ne faut pas que tu reviennes les mains vides de l'école. Alors ne te bats pas avec TV, mais demande-lui le numéro de téléphone de ses parents, ou le sien. Tu lui dis que c'est pour que comme ça, tu puisses lui envoyer un message le soir pour qu'il n'oublie pas le jeu le lendemain. Tu reviens avec le numéro de téléphone et moi j'appelle. Et moi je règle le problème. » Ok. Le lendemain, je vais à l'école. J'ai peur, évidemment. Je vais trouver TV et je lui dis, est-ce que tu as Metal Gear Solid 2 ? Et il me répond, comme d'habitude, ah non, j'ai oublié, fais pas chier, c'est bon. En plus, il est avec 2-3 potes il est avec 2-3 potes à lui. Moi, je fais ce que ma mère m'a dit. Et je lui dis, écoute, je vois bien que tu l'oublies souvent, donc donne-moi ton numéro de téléphone. Comme ça, ce soir, je peux t'appeler et te le rappeler. Comme ça, demain, tu l'oublies pas. Et voilà la réaction qu'il a eue. Tu crois quand même pas que moi, je vais te donner mon numéro de téléphone, petit con. Et il s'est retourné. Il m'a tourné le dos et il s'est remis face à ses potes. Et là, c'était trop. Je suis passé sur le côté, à côté de lui, et je lui ai mis un poing dans sa gueule. J'ai fait ce que mon père voulait que je fasse. Je lui ai mis un putain de poing dans sa gueule à ce petit enfoiré. On a été séparés immédiatement. Lui, il était comme ça, en train de se tenir le visage et en train de me regarder, terrifié. Il s'y attendait pas. Ses potes me poussent en arrière et me disent « Arrête tes cons ». Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'il y a une gonzesse qui débarque de nulle part, qui se met devant moi et qui me dit « TV, c'est mon cousin, qu'est-ce qui te prend de le frapper comme ça on frappe pas les gens, espèce de petit con, t'as pas à être violent comme ça avec lui, genre c'était moi le méchant de l'histoire en plus. » 2 minutes pour me calmer. Putain, j'ai 33 ans, j'ai toujours ça en moi. Leave Britney alone. Bref, la journée de cours se termine. Mon père était venu me chercher en voiture ce jour-là, alors que d'habitude je rentrais en bus, mais mon père m'attend dans la voiture. Je monte sur le siège passager et il me demande « Alors ?» Je lui raconte l'histoire. Il a posé une main sur ma jambe, il m'a souri et il m'a dit « Je suis fier de toi, fils. Tu verras, demain tu vas le récupérer ton jeu. » Je crois bien que c'était la première fois que mon père me disait vraiment qu'il était fier de moi. Toujours est-il qu'on rentre à la maison. Je raconte l'histoire à ma mère, à mon frère, à tout le monde et tout ça. Ma mère me dit que j'aurais pas dû, que j'ai eu tort. Mais bon, c'est fait. Le lendemain, j'arrive à l'école. Et il y a un de mes potes, un autre vrai, SVDB. C'est un nom belge, hein, bon,
qui vient avec le jeu, qui me le donne et qui me dit TV me l'a donné, il avait peur de venir te le donner lui-même, donc il m'a demandé de te le donner à sa place. Voilà. Après, donc, c'est les vacances d'été et mon père a vraiment passé tout l'été à me gonfler à bloc. À me dire, tu vas voir maintenant, tu dois être guerrier, tu dois être battant, tu dois mettre des poings dans la gueule, nanana, Quentin, tu dois être plus fort, tu dois être plus fort. Et quand je suis rentré à la rentrée, j'étais un autre homme. C'était fini. C'était fini. Le premier jour, il y a un type qui m'a bousculé dans un couloir. Mais la bousculade fait exprès. J'ai pas laissé passer. Je l'ai attrapé. J'ai attrapé sa tête et je l'ai frappé dans un casier. Le message était passé. Quentin Clément ne se laisse plus faire. Il vaut mieux faire chier quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se laisse faire. Alors, on peut juger mon père et la façon dont il a réagi. On peut se dire que c'est pas une bonne éducation. Mais moi, ce que je dis, c'est que grâce à ça, grâce à lui, enfin, j'ai pu traverser des couloirs sans me faire insulter. Enfin, j'ai pu passer des journées normales à l'école, sans qu'on me donne des coups, sans qu'on vide mon sac dans des poubelles, sans... Et si mon père avait été comme ça, il faut connaître le mec, c'est parce que lui a vécu la même chose à l'école primaire aussi. Donc, allez-y, jugez-le. Mais c'est grâce à lui si tout ça s'est arrêté. Alors, après, est-ce que c'était terminé et que tout a été bien le reste de ma scolarité? Non. Ça s'est pas fait sans heurts. Il y a eu d'autres bagarres. Et est-ce que je vous dis que si vous vous battez, tout ira bien? Non plus. Moi, j'ai pas gagné à chaque fois. Je me suis déjà retrouvé dans un lit d'hôpital après une baston qui a mal tourné. Et je vous le souhaite pas, à vous qui regardez la vidéo. Je ne vous le conseille pas. Ce que je dis, en revanche, c'est que je sais que la violence n'est pas la bonne solution. Mais qu'il n'y en a pas d'autre. C'est la seule que je puisse vous donner. Le harcèlement, il existe. Il est là. Il est dans les écoles. Et les enseignants, soit ils sont complètement impuissants, soit pour une partie, ils en ont rien à branler. Et c'est comme ça. Et si vous voulez vous en sortir, le seul moyen, c'est de réagir. D'arrêter d'écouter les ploucs qui vous disent de ne pas réagir. Et il faut réagir. Et il faut vous battre. Et c'est comme ça. Et si ce que je dis ne vous plaît pas, si ce que je dis vous choque, je suis désolé. Mais votre solution, c'est quoi? Que je dis est mal? Peut-être. Mais ce que je dis est vrai. Et c'est là que je dépasse le tabou dont je parlais tout à l'heure. Et c'est là que je vous dis ce que d'autres personnes n'oseront jamais vous dire. Mais c'est la vérité. Et je le dis. Et je l'assume. Un jour, il y a une jeune fille. Moi, j'étais déjà plus à l'école. J'étais majeur, j'avais plus de 20 ans. Et je la connaissais. Et elle parle sur Facebook du fait qu'elle est harcelée à l'école. Et je lui tiens plus ou moins le discours que je viens de vous tenir. Qu'elle ne doit pas se laisser faire. Enfin, qu'elle se batte. Même si c'est une fille. Qu'on arrêtera de l'emmerder après. Et j'ai reçu un commentaire de sa mère qui m'a dit, qui m'a menacé de porter plainte à la police parce que sa fille était mineure et que je la poussais à se mettre en danger. Alors j'ai répondu à cette brave dame que elle était probablement au courant du coup que sa fille vivait un calvaire tous les jours, que sa solution c'était probablement de ne pas réagir et de répondre aux idiots par le silence, et que sa solution ne fonctionnait pas, mais que la mienne fonctionnait, et que la mienne allait aider sa fille à sortir de cet enfer, et que si elle voulait porter plainte à la police, je persistais et je signais. Je lui ai donné mon nom complet, mon adresse et mon numéro de registre national pour qu'elle puisse aller porter plainte. Porter plainte pour avoir dit la vérité, faites-le. Faites-le, je vous en prie. Moi, je vous le dis, si TJ était venu à l'école avec une brique et me l'avait collé dans la mâchoire, je l'aurais beaucoup moins fait chier. Ce que je dis pas, par contre, c'est que c'est de votre faute si vous vous faites harceler, parce que c'est vous qui ne réagissez pas. C'est la faute du harceleur, pas de la vôtre.
Ce que je dis, c'est que vous devez vous battre. Vous devez sortir de là. Vous devez réagir. C'est peut-être pas de votre faute, d'accord, mais vous devez vous défendre. Après, est-ce que se battre, ça marche toujours? Non. Je vous l'ai dit, moi je me suis déjà fait coucher. Et j'aurais pas dû. Et il y a eu des bagarres que j'aurais pas dû mener. Voilà. C'est vrai. C'est vrai aussi. On n'est pas tous les mêmes physiquement. Je peux comprendre que si vous avez cette carrure-là, vous n'allez pas commencer à mettre des poings dans la gueule des gens. Même si, en vrai, comme je le dis toujours, un coup de poing qui va faire mal, ça dépend plus de la façon de le donner que de la force. Un coup de poing bien donné fera beaucoup plus mal qu'un coup de poing mal donné, même par quelqu'un de plus fort. À la limite, si vous n'êtes pas sûr de vous pour la bagarre, ou si vous n'êtes pas physiquement prêt à ça, ben faites du karaté. Mais il y aura toujours un moment où vous allez vous retrouver dans une solution, ou dans une situation où effectivement, vous battre, ça va être dangereux. Et où il vaut mieux éviter. Et à ce moment-là, c'est quoi la solution? Parce qu'il y en a une aussi. Commencez par vous poser une question simple. Pourquoi les harceleurs harcèlent? Alors, il y a des gens qui vont vous sortir un contexte socio-psychologique de mes couilles à 2 balles. Non, c'est pas pour ça. Il y a des gens qui vont vous dire simplement, mais c'est parce que c'est des cons. C'est pas vrai non plus. Moi, parmi mes harceleurs, il y avait des mecs très intelligents qui étaient premiers de classe, hein, sans déconner. Le sadisme, ça n'existe pas que chez les imbéciles. La vérité est beaucoup plus simple que ça. Les harceleurs harcèlent pour 2 raisons. La première, ça vous fait mal et ils aiment ça. La deuxième, personne ne les en empêche. Alors, la solution de violence dont je vous parlais depuis tout à l'heure, elle règle le premier problème. Non, elle règle le deuxième problème. Personne ne les en empêche. C'est plus vrai, parce que vous les empêchez de vous harceler. Mais, si vous n'êtes vraiment pas capable de vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez pas vous battre, alors il faut régler la deuxième cause. Le deuxième pourquoi les harceleurs harcèlent. C'est-à-dire, ça vous fait du mal et ça les fait marrer. À ce moment-là, moi, j'avais une technique. Je vous donne un exemple. Je marche, c'était à l'arrêt de bus près de mon école, et là j'entends un mec qui dit « les roues ça pue en été !» Je me retourne prêt à réagir, et le mec, il était avec 3 de ses potes, et c'était vraiment un crapuleux. Le type, il avait vraiment une sale réputation. Ils étaient 4, et j'étais tout seul. Tu vas pas faire le malin. Tu vas pas leur dire ta gueule, je vais t'éclater, connard. À un moment, faut être lucide. D'un autre côté, si je réagis pas, chaque fois que je passerai devant lui, il va dire les roues ça pue en été. Après, il va passer au stade suivant. J'ai baisé ta mère. Après, il va passer au stade suivant. File-moi 50 € ou je te pète ta gueule. La vérité, c'est ça. C'est que si vous réagissez pas au premier stade, au premier truc, même si c'est pas grave, parce que les roues, ils puent en été, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Si vous réagissez pas à la première remarque, même si c'est pas grave, on passe à la deuxième, la troisième, etc. et c'est escalade, et ça va très vite. Donc, moi, je dois réagir. Mais clairement, je peux pas me battre. J'ai regardé le mec, et je lui ai dit, tu sais, si je pue, c'est pas parce que je suis roux, hein. Si je pue, c'est parce que je me lave pas. Ses potes ont éclaté de rire. Lui, il savait pas quoi dire. Je me suis retourné, je suis parti. Les harceleurs harcèlent parce que ça vous fait mal. Si jamais, parce qu'on vous dit, on vous dit souvent, on vous dira souvent, on vous dit probablement souvent, que si vous réagissez pas, ils finiront par arrêter. Si vous les ignorez, ils finiront par arrêter. C'est pas vrai. Parce que comme je le disais tantôt, ils sont pas cons. Ils savent que même si vous réagissez pas, ça vous touche et ça vous blesse. Et ça les fait marrer. Alors que si vous réagissez pas, mais que vous prenez leur truc, et que vous le poussez à fond, plus loin que eux ce qu'ils sont dit, à ce moment-là, c'est clair dans leur tête que vous vous en foutez réellement.
Même si en vrai vous vous en foutez pas, mais c'est clair dans votre tête, dans leur tête que ben lui ça sert à rien de l'emmerder, il s'en fout. Ça le fait rire. Autre anecdote, un jour en classe, il y a un mec qui commence à chanter et Quentin, c'est un PD, et Quentin, c'est un PD. De nouveau, le type, je peux pas trop me frotter à lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé et j'ai chanté et Quentin, c'est un PD, et Quentin, c'est un PD. Ben, ce type, il a plus jamais chanté des chansons sur moi. Et les mecs de l'arrêt de bus, ils m'ont plus jamais insulté. Parce que... Voilà, c'est comme ça. Le mec vous dit « Eh, j'ai baisé ta mère !» Et vous répondez « Elle est bonne ou pas? Je voudrais savoir, parce que mon père dit que non. » Le mec, plus jamais, il va vous dire qu'il a baisé votre mère. Plus jamais, il va vous dire quoi que ce soit. Bon, après, ça, c'est la limite. Ma mère est décédée quand j'avais 16 ans, et donc, ça, c'était ma limite. J'ai jamais été capable, avant très tard, de ne pas réagir violemment quand on insultait ma mère. Mais, j'aurais dû. Il y a des fois, on m'a dit, j'ai baisé ta mère, et où au lieu de me battre, j'aurais dû dire, mon père dit qu'elle est pas bonne, est-ce que c'est vrai? Enfin, voilà. Alors oui, c'est irrespectueux pour votre mère de ne pas la défendre et tout ça, d'accord. N'empêche que, après, on vous fout la paix. Et ça, il n'y a jamais aucun adulte qui vous le dira, mais c'est comme ça. Alors, ça c'est l'histoire, mon histoire, comment j'ai vécu le harcèlement scolaire, comment j'en suis sorti, et si je peux vous donner des tuyaux, si la façon dont je m'en suis sorti peut vous donner des tuyaux sur comment vous pouvez vous en sortir, ou même si vous n'êtes pas victime, mais que vous êtes simplement quelqu'un normal, avoir peut-être conscience des réalités des choses, parce que putain, il n'y a jamais personne qui parle des réalités. On vous sort des statistiques de merde et des contextes socio-psychologiques à la con, mais rien sur la réalité. Bref, il y a deux histoires, parce que c'est quand même censé être une vidéo anecdote. Il y a deux anecdotes que je voudrais vous raconter. La première, c'est arrivé il y a 5 ou 6 ans. Ça m'a fait péter un câble. Je suis sur Facebook et il y a une dame qui parle de son fils qui est jeune. Hein. Il y avait une photo du gamin, il devait avoir 7-8 ans. Et qui explique qu'il est victime de harcèlement à l'école et qu'elle hésite à lui faire des sports de combat pour lui apprendre à se défendre. Et donc elle demande aux autres mamans si c'est une bonne idée ou pas. Le gamin, je ne sais pas si c'est une expression qui existe en France, mais c'est ce qu'on appelle une petite tête blonde. C'est-à-dire un gamin qui a une petite tête de gentil, des petits cheveux crôlés blonds, et un petit gamin mignon, quoi, comme on verrait voilà. Comme on verrait dans une pub à la télé, le petit gamin mignon qui joue avec de la plasticine. De la pâte à modeler, pardon. Et la réponse de ces autres mères, en grosse majorité, ça a été « Oh non, regarde, cette pauvre petite tête blonde, n'en fais surtout pas un bagarreur !» Donc il y a deux types d'individus. Il y a les gamins, les gens beaux qui sont gentils, et les gens laids qui sont méchants. Pas de chance, gamin. T'es beau. Si t'avais été laid, t'aurais eu le droit d'apprendre à te défendre. Deuxième chose. Ça me fait déjà péter un câble quand je dois expliquer ça à des gens vis-à-vis de leur chien. Mais quand je dois expliquer ça à des gens vis-à-vis de leur enfant, c'est grave. Mais c'est un être vivant. C'est pas une putain de peluche ou une putain de poupée. Le but des parents, c'est d'aider leurs enfants à aller bien. C'est pas de se faire en sorte que leurs enfants restent mignons. Oui, il vit un enfer à l'école, mais le plus important, c'est qu'il reste mignon. Donc, ne lui donne pas de solution pour qu'il puisse s'en sortir. Surtout que la mère, la solution, elle l'a. Elle n'était pas en train de demander qu'est-ce que je dois faire. Elle était en train de dire, j'envisage de lui faire des sports de combat. La solution, elle l'avait. Et d'autres mères de famille lui ont dit non. Parce que sinon, il va arrêter d'être mignon. Je n'ai aucune idée de comment conclure cette histoire. Faites vos propres conclusions.
moi j'ai les miennes. Deuxième anecdote, et ça j'avais 17 ou 18 ans, et je suis au cinéma avec ma copine de l'époque, qui n'est plus du tout ma copine aujourd'hui, mais qui à l'époque était ma copine. Et on rentre dans la salle de cinéma, j'ai aucune idée de ce qu'on va voir comme film, c'était il y a 15 ans. Bref. Et elle croise un type qui est dans son école. Et moi, je sympathise avec, et le gars m'explique qu'il y a des gens qui l'emmerdent, qui lui cherchent misère à l'école et tout ça. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu leur colles pas un poing dans la gueule? J'avais 17 ans, aujourd'hui, je suis un peu plus mesuré, mais à l'époque, je l'étais pas. Il m'a répondu, ouais, mais moi, je suis pas comme toi, moi, j'ai pas de couilles. Ça aussi, c'est une idée à laquelle j'aimerais bien tordre le cou. Le monde n'est pas divisé en deux catégories, les gens forts d'un côté et les gens faibles de l'autre. Il n'y a pas « non, mais moi je suis faible, donc je ne saurais pas ». La vérité, c'est que la vie n'est faite que de choix. Parce que si le monde est divisé en les forts et les faibles, étant donné que j'ai fait partie des harcelés pendant de nombreuses années, je fais clairement partie des faibles. Alors comment on m'explique qu'après j'ai fait partie des forts? Ben, c'est parce que j'en ai fait le choix. On fait le choix face à une situation difficile, on fait le choix d'être fort ou on fait le choix d'être faible. Et là, je ne parle pas que de harcèlement scolaire, etc. Ça, c'est valable dans toutes les situations difficiles de votre vie. Vous avez une copine, il y a une fille qui est en train de vous chauffer, vous avez envie de vous la faire, vous avez le choix entre être fort et dire non, ou être faible et succomber à la tentation. Ça, c'est valable dans tout. Pour revenir au harcèlement scolaire, quand il faut se défendre, la peur, elle est là. Et la peur, elle est là pour tout le monde. Il n'y a pas des gens forts qui n'ont pas peur, et des gens faibles qui ont peur. Vous ne pouvez pas vous dire, oui, mais moi je suis faible, donc je ne saurais pas me défendre. C'est faux. C'est une erreur. Vous pouvez vous défendre. Vous en êtes capable. La peur que vous ressentez, j'ai ressenti la même. À quel point j'étais terrifié. Putain, si le glandu que j'étais a réussi à s'en sortir, putain, mais vous en êtes capable aussi. Arrêtez. On vous a mis dans votre tête qu'il y avait des forts et des faibles et que vous étiez dans les faibles et que du coup, vous n'aviez pas d'autre choix. Mais c'est faux. Après, ce qui est vrai, c'est que plus on va faire le choix d'être fort souvent, plus on va souvent affronter sa peur et la maîtriser, plus ça va devenir naturel et facile. Ça, c'est vrai. Mais, les premières fois, il faut se forcer. Les premières fois, c'est difficile. Il y a cette idée intéressante dans une série d'animation, qui est sur Netflix, il me semble, Chasseur de trolls. Je conseille à tout le monde, c'est génial. Et, au début, le héros, je vous raconte pas l'histoire, mais en gros, il va devoir mener une guerre et des combats et tout ça, mais il s'est jamais battu et il a peur. Et il y a cette idée d'un des personnages qui répète régulièrement « Il suffirait d'un coup ». Et ça passe pour rien dans cette série, mais putain, qu'est-ce que c'est vrai. D'ailleurs, dans la série, quand il doit mener son premier combat, pour prouver sa valeur et tout ça, le gars qui l'entraîne lui dit « Il suffit que tu frappes une seule fois et c'est bon ». Mais il n'ose pas, il ne frappe pas. Et il fuit tout le combat et il est humilié. Et à l'école, quand il retourne à l'école, il y a son bully qui l'emmerde, et à un moment donné, il en a marre et lui donne un coup de poing. Et il suffit d'un coup. Après, il reprend son épée, il retourne trouver le mec avec qui il était censé se battre, mais qu'il n'a pas osé se battre, et il lui dit maintenant, je suis prêt, on va pouvoir se battre. Et ça, c'est vrai. Le premier coup de poing qu'on donne, c'est d'une difficulté invraisemblable. La première fois qu'on doit donner un coup de poing, c'est un geste totalement contre nature. Il suffit de l'avoir fait une fois. Et quand cette barrière-là est franchie, c'est fini d'être un faible. En tout cas, ça a été vrai pour moi. Ça a été vrai pour mon père. Ça a été vrai
pour des tas d'autres gens que je connais. Vous avez le droit de pas être d'accord avec mon discours, vous avez le droit d'être choqué. Je comprends que vous soyez choqué. Vous avez le droit de venir en débattre, mais j'aurai toujours le même contre-argument. Toutes les autres solutions ont foiré. Celle-là a réussi. Alors peut-être que ce que je dis est mal, mais ce que je dis est vrai. Et ça, il n'y a rien qui peut changer ça. Je vous souhaite à tous de ne pas vivre ce que j'ai vécu. Et à ceux qui le vivent, je vous souhaite de vous en tirer. Je conclurai par ça, quand on vit en tant qu'adulte, on n'est plus à l'école. Ce qui se passe à l'école, ça n'a plus aucune importance quand on est adulte. Aucune. Il y a un moment où ça se termine, l'école. Et c'est même pas le début de votre vie. L'école, c'est même pas le tuto. Alors quoi que vous viviez, peu importe les choix que vous ferez, c'est vous que ça regarde. C'est pas moi. Mais si vous cherchez une solution pour vous en sortir, il n'y a rien à faire. Il faut le faire, même si c'est difficile. Mais de toute façon, que vous en sortiez ou pas, quand vous aurez 25-30 ans, vous serez en train de bosser avec des collègues dont le but, ce sera de faire tourner une entreprise et qui n'auront pas le temps de venir vous emmerder. Alors le harcèlement au travail, ça existe, de la part de supérieurs, de la part de patrons et tout ça. Et là, malheureusement, la seule solution, c'est de changer de boîte. Pour vous retrouver dans une boîte où on vous foutra la paix. Mais de mon expérience, les collègues ont autre chose, les adultes ont autre chose à faire. Une fois dans le monde du travail. Bref, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et la prochaine fois, je ne ferai pas de sondage. Et on ira sur un thème un peu plus joyeux. Des trucs un peu moins lourds. Allez, à bientôt.